Le salon privé de l'Impérial embaumait l'huile de truffe et l'argent discret. Ma sœur, Chloé, trônait en bout de table telle une reine, le visage rayonnant sous la lumière ambrée tamisée. Elle célébrait ce qu'elle appelait le lancement de sa marque, une double page dans un magazine d'art de vivre parisien qui, selon elle, allait la propulser au sommet. Ma mère, Isabelle, s'est levée, tapotant sa fourchette contre sa coupe en cristal. La salle s'est tue instantanément. À Chloé, a-t-elle dit, la voix chargée d'une fierté théâtrale, à la personne la plus courageuse de cette famille, celle qui n'a pas peur de poursuivre ses grands rêves. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, mes mains bougeant machinalement. C'est alors que le serveur est arrivé. Il ne s'est pas dirigé vers ma mère. Il n'est pas allé vers mon père. Il a marché droit vers moi et a déposé un lourd porte-addition en cuir à côté de mon verre d'eau. Je l'ai ouvert. 3200 €. J'ai fixé le chiffre. Ce n'était pas juste une facture. C'était une supposition. Ma mère s'est penchée vers moi, son haleine sentant le Saint-Émilion hors de prix. Le salaire de prof, c'est la sécurité de l'emploi, ma chérie, a-t-elle chuchoté en me tapotant le bras. Soutiens ta sœur. C'est la moindre des choses. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé le dossier. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement refermé, posé le bout de mes doigts sur le cuir et je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'il heurte le pied de son verre à vin avec un tintement sec. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je veux savoir, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais beaucoup voir qui fait partie de notre communauté ce soir. Le silence dans le restaurant fut instantané et total. Ce n'était pas le calme poli d'une pause dans la conversation. C'était le vide suffocant qui suit un coup de feu. Ma mère fixait le porte-addition appuyé contre son verre, le visage figé dans un masque de choc. La bouche de Chloé était ouverte, ses yeux balayant la pièce pour voir qui regardait. Les invités, quelques petits investisseurs, des blogueurs parisiens, des amis d'amis se remuaient sur leurs chaises, les yeux écarquillés. Je me suis levée. Mes jambes semblaient étrangement légères, comme si elles n'étaient pas tout à fait attachées au sol. J'ai regardé Chloé, puis ma mère. Je pense que la marque devrait payer pour son propre lancement, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, assez forte pour porter jusqu'au fond de la salle. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu le raclement d'une chaise et le murmure sifflant de ma mère. « Manon, rassieds-toi. » J'ai continué à marcher. Je suis passé devant le maître d'hôtel, le vestiaire, et j'ai franchi les lourdes portes en chêne pour sortir dans l'air froid de la nuit parisienne. Le vent m'a frappé le visage, vif et mordant, et pour la première fois de la soirée, j'ai pris une grande inspiration. Mon fiancé, Thomas, était juste derrière moi. Il n'a pas dit un mot. Il a juste ouvert la portière de la voiture pour moi, la mâchoire serrée. Nous sommes montés et il a démarré le moteur. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Le seul bruit était le ronronnement des pneus sur le pavé et le battement rythmique de mon propre pouls dans mes oreilles. Je regardais défiler les lampadaires par la fenêtre, attendant que la culpabilité me frappe. J'attendais la vague familière de panique, l'envie de m'excuser, le besoin désespéré de réparer le désordre que je venais de créer. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il y avait une étrange clarté froide. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Elles ne tremblaient pas. Pendant des années, j'avais été celle qui arrondissait les angles, qui absorbait les chocs, qui payait le prix pour le confort des autres. Ce soir, j'avais rendu la note, et le monde ne s'était pas écroulé. Le ciel ne nous était pas tombé sur la tête. J'étais juste assise dans une voiture, rentrant chez moi avec mon portefeuille toujours fermé. Thomas a tendu la main et a pris la mienne, la serrant fort. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Je ne sais pas » ai-je répondu, ma voix semblant étrangère à mes propres oreilles. « Je crois que je viens de démissionner. »« Bien » a-t-il dit. Il était temps. Nous sommes arrivés dans notre allée et j'ai levé les yeux vers les fenêtres sombres de notre appartement. Il semblait paisible, sûr. À l'intérieur, mon téléphone s'illuminait probablement déjà de notifications, une tempête numérique prenant de l'ampleur.
Mais ici, dans le calme de la voiture, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une décennie. J'avais l'impression de conduire enfin ma propre vie. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement et je suis entrée dans l'obscurité tranquille du salon. Pendant des années, je m'étais convaincue que j'étais la forte, la réparatrice, la fille responsable qui maintenait la famille unie pendant que les autres s'effondraient. Mais là, debout dans le couloir en enlevant mon manteau, j'ai réalisé que c'était un mensonge que je m'étais raconté pour survivre. Je n'étais pas une martyre. J'étais une joueuse compulsive. Il existe un concept en psychologie appelé l'erreur du parieur. La croyance erronée que si un événement se produit plus fréquemment que la normale pendant une certaine période, il se produira moins fréquemment à l'avenir, ou vice-versa. Dans les relations, cela se manifeste par la croyance que si vous mettez juste assez de gentillesse, assez d'argent, assez d'efforts dans la machine, elle finira par payer. J'avais traité ma famille comme une machine à sous-truquer pendant 10 ans. Je continuais à y glisser des pièces, convaincu que le jackpot d'amour et de validation était mathématiquement inévitable. J'ai pensé aux pièces que j'avais lâchées dans cette fente. Les 3000 € pour la thérapie de mon père quand il a fait sa crise de la cinquantaine et acheté une voiture de sport qu'il ne pouvait pas s'offrir. La caution pour le premier appartement de Chloé dans le Marais parce qu'elle n'avait pas de dossier de crédit. Les innombrables prêts pour des urgences qui n'étaient en réalité que les conséquences de leur propre mauvaise gestion. Chaque fois que je payais, je me disais, c'est la dernière pièce. C'est celle qui leur fera me voir. C'est l'investissement qui rapportera enfin un retour de respect. Et parfois, la machine clignotait un peu, un SMS de remerciement, une étreinte à Noël, un moment où ma mère disait, je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, Manon. Ces petits gains étaient juste suffisants pour me garder à la poignée, tirant le levier encore et encore. Mais ce soir, en regardant cette facture dans la brasserie, j'ai réalisé que le jeu était truqué. La machine n'était pas cassée. Elle était conçue pour prendre. Elle n'allait jamais payer le jackpot que j'attendais. Je suis allée dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Je n'attendais plus de gagner. J'étais simplement à court de pièces. Je suis entrée dans la chambre, le silence de l'appartement semblant lourd et chargé. Mon téléphone était sur la table de nuit, face contre terre. Même à travers la pièce, je pouvais l'entendre vibrer contre le bois. Ce n'était pas un bourdonnement doux. C'était un cliquetis frénétique et colérique. Je l'ai fixé un moment, l'écran illuminant la pièce sombre de flashs spasmodiques. Je l'ai ramassé. Les notifications étaient empilées comme des briques. Chloé, t'es malade? Tu m'as humiliée devant les investisseurs, papa, as-tu une idée de l'image que ça donne? Ta mère pleure dans la voiture. C'est mesquin Manon, même pour toi. Maman avait laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais la transcription automatique suffisait, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu dois arranger ça maintenant. J'ai fait défiler les messages, mon pouce glissant vers le haut, encore et encore. Pas un seul ne demandait pourquoi. Pas un seul ne demandait si je pouvais me permettre de payer la note. Pas un seul ne demandait si j'allais bien. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient de la rupture de leur chaîne d'approvisionnement. Ils étaient en colère parce que le distributeur automatique avait avalé leurs cartes. C'était un barrage, une attaque synchronisée conçue pour submerger mes défenses et me faire battre en retraite vers l'excuse et la soumission. Mais en lisant les mots égoïstes, dramatiques, ruineux, je n'ai pas ressenti l'écrasement familier de la honte. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. Je me sentais comme une scientifique observant un spécimen au microscope. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la famille. C'était une transaction qui avait mal tourné. Je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue illuminait mon visage dans la pièce sombre. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai rappelé personne. À la place, j'ai ouvert un tableur vierge. S'ils voulaient parler de ce que je leur devais, très bien. Nous allions parler. Mais nous n'allions pas utiliser la culpabilité comme monnaie d'échange. Nous allions utiliser les mathématiques. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai commencé à taper. Ce n'était plus une réaction émotionnelle. C'était un audit professionnel.
J'ai fixé le tableur vide, le curseur clignotant comme un battement de cœur. Date, objet, coût. J'ai commencé par les choses faciles. Le loyer du studio de Chloé il y a 6 ans, chèque numéro 45, 1200 €. La caution pour la conduite en état d'ivresse de papa, 5000 €. Les billets d'avion pour la pause santé mentale de maman en thalasso à Quiberon, 800 €. Les chiffres s'additionnaient rapidement. Une colonne d'encre noire qui racontait l'histoire de ma propre stagnation financière. Mais en tapant, j'ai réalisé que l'argent n'était que la moitié de la dette. J'ai créé une nouvelle colonne et je l'ai intitulée « Le grand livre fantôme ». C'était pour les choses qui n'avaient pas de reçu mais qui m'avaient tout coûté. La nuit où j'ai raté mon propre dîner d'anniversaire de rencontre parce que Chloé faisait une crise de panique à propos d'un casting. Coup, un souvenir gâché. Le week-end passé à vider le garage de papa parce qu'il ne pouvait pas l'affronter seul, pour finalement le trouver en train de regarder le match de foot à l'intérieur. Coup, 2 jours de ma vie. La fois où maman m'a dit que ma promotion était sympa, mais a passé 40 minutes à parler de la nouvelle coupe de cheveux de Chloé. Coup, mon estime de soi. J'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai listé chaque excuse avalée, chaque limite ignorée, chaque fois où j'avais été le chauffeur désigné, la thérapeute, le punching ball émotionnel. Je construisais un bilan de deuil. Et le total était stupéfiant. Je n'étais pas juste dans le rouge. J'étais en faillite. À côté de moi, Thomas faisait défiler son téléphone. Et, dit-il, la voix serrée. Regarde ça. Il a tendu son écran. C'était la photo qu'il avait prise du ticket de caisse au restaurant. Il a zoomé sur la section du bas, après l'entrecôte et le vin. Là, en petits caractères, il y avait une ligne que j'avais manquée dans ma rage. Acompte salon privé. Réservation événement futur, 1500 €. Je me suis figé. C'est quoi ça? Je ne sais pas, a-t-il dit. Mais c'est daté pour le mois prochain. J'ai attrapé mon téléphone et appelé le restaurant. Il était tard, mais le gérant a décroché. J'ai pris ma meilleure voix d'assistante maternelle. Bonjour, j'appelle pour confirmer les détails de l'acompte sur la note de la famille Martin de ce soir. Nous voulons juste nous assurer que la date est correcte pour la fête d'anniversaire. Le gérant a tapé sur un clavier. Oui, madame. Le salon Toscane est réservé pour la célébration du 30e anniversaire de mariage d'Isabelle et Philippe le 15. L'acompte de 1500 € sécurise l'espace. J'ai raccroché. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. La fête du 30e anniversaire de mariage. Celle que maman m'avait dit être annulée. Celle qu'elle disait ne pas pouvoir se permettre cette année. Ils ne l'annulaient pas. Ils la réservaient. Et ils utilisaient mon argent. L'argent que j'étais censé payer pour le dîner de Chloé servait à sécuriser le lieu pour une fête à laquelle je n'étais même pas invitée. J'ai regardé Thomas. Ils n'ont pas demandé à venir, ai-je dit. Ils l'ont annoncé. Dimanche après-midi. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. On est en bas. Ouvre-nous. On doit régler ça. J'ai regardé Thomas. Il était debout près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, prêt à se battre. Tu veux que je reste, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Reste dans la chambre. Je dois faire ça toute seule. J'avais besoin qu'il voie que ma force ne venait pas de lui. Elle venait de moi. J'ai ouvert l'interphone. Quand j'ai ouvert la porte, le couloir a semblé rétrécir. Mon père est entré le premier, remplissant l'espace de sa présence lourde et désapprobatrice. Maman a suivi, serrant son sac à main comme une arme. Chloé fermait la marche, portant des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, probablement pour cacher des yeux gonflés par des pleurs de comédie. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils ont marché dans mon salon et ont revendiqué l'espace comme s'ils en possédaient l'acte de propriété. Assieds-toi, a dit mon père. Pas une question, un ordre. Je me suis assise dans le fauteuil face au canapé. J'ai placé la pochette cartonnée que j'avais préparée sur la table basse entre nous.
À l'intérieur se trouvaient les tableurs, les relevés bancaires et la photo agrandie du ticket de caisse avec l'acompte entouré au marqueur rouge. J'ai posé ma main dessus. Nous allons remettre les pendules à l'heure, a commencé ma mère, la voix tendue et contrôlée. Elle s'est assise au bord du canapé, la posture rigide. Tu t'es égarée, Manon. Mardi soir était une honte. Tu as embarrassé ta sœur. Tu as manqué de respect à ton père. Et tu as fait une scène dont les gens parlent encore. Je n'ai jamais été aussi humiliée, a ajouté Chloé, sa voix se brisant parfaitement sur commande. Mes investisseurs demandaient si nous étions financièrement instables. Tu sais à quel point c'est dur d'obtenir des financements quand ta propre sœur laisse entendre que tu es un cas social ? Nous sommes prêts à passer outre, a interrompu papa, levant la main pour faire taire Chloé. Il m'a regardé avec ce mélange familier de sévérité et de pitié. Nous savons que tu as été sous pression. Peut-être es-tu jalouse du succès de Chloé. Peut-être te sens-tu laissée pour compte. Nous te pardonnons pour ça, mais tu dois t'excuser. Tu dois payer la note que tu as laissée en plan, et tu dois arranger les choses. Je les ai regardées. Vraiment regardées. Pendant des années, ce tribunal m'aurait terrifié. J'aurais pleuré, les suppliant de comprendre, désespéré de prouver que je n'étais pas la méchante. Mais aujourd'hui, la peur avait disparu. À sa place se trouvait le détachement froid d'un auditeur fixant les livres d'une entreprise en faillite. Ils n'étaient pas ma famille à ce moment-là. Ils étaient de mauvais investissements essayant d'obtenir un autre tour de table. Vous avez fini, ai-je demandé. Ma voix était douce, plate. Nous aurons fini quand tu t'excuseras, a claqué maman. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas crié. J'ai juste tapoté mon doigt sur la pochette cartonnée. Je ne suis pas ici pour m'excuser, ai-je dit. Je suis ici pour passer en revue les comptes. L'air dans la pièce a changé. Ils l'ont senti une chute de pression. La réalisation soudaine que le scénario qu'ils avaient écrit pour moi n'était pas celui que je lisais. Ils pensaient être ici pour discipliner une enfant rebelle. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient assis en face d'un créancier qui était sur le point de réclamer son prêt. J'ai ouvert la pochette. Le bruit du papier glissant contre la table basse était le seul bruit dans la pièce. J'ai pris l'image agrandie du ticket de caisse. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé les chiffres. Article 1, ai-je lu à haute voix, ma voix dénuée d'inflexion. Entrecôte maturée, saignante, 85 €. Article 2, bouteille de Veuve Clicquot, 400 €. Article 3, frites à la truffe, 18 €. Manon, arrête ça, a sifflé ma mère en se penchant en avant. Tu es ridicule. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai descendu mon doigt jusqu'à la ligne du bas, celle entourée à l'encre rouge. Article 4, ai-je continué en levant les yeux pour croiser les siens. Acompte salon privé. Réservation événement futur. 1500 €. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. J'ai appelé le restaurant, maman. Ils ont confirmé la réservation. Le salon Toscane, pour votre fête de 30e anniversaire de mariage le mois prochain. Celle que tu m'as dit être annulée parce que vous étiez trop fauchés pour célébrer. La couleur a quitté le visage de ma mère. Mon père a bougé inconfortablement, trouvant soudain le motif du tapis fascinant. Chloé a arrêté de faire semblant de pleurer et a regardé ses parents, confuse. Vous aviez dit que vous ne faisiez pas de fête, a-t-elle dit. On ne voulait pas vous accabler, a bégayé ma mère, ses yeux dartant entre moi et Chloé. On savait que tu étais stressée par l'argent, Manon. On ne voulait pas que tu te sentes obligée d'acheter un cadeau. Obligée ? J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Tu ne voulais pas que je me sente obligée, alors tu as juste utilisé ma carte bancaire pour réserver la salle. J'ai pris la deuxième pile de papier, le tableur. Le grand livre fantôme. Je l'ai étalé sur la table. Il faisait 5 pages, interlignes simples. Ceci, ai-je dit en pointant les colonnes, est un audit des 5 dernières années. Le loyer de Chloé en 2019. Les honoraires d'avocat pour l'ivresse au volant de papa. Les séjours bien-être de maman. La facture de téléphone que je paie depuis que j'ai 22 ans.
Les services de streaming que vous utilisez tous mais ne payez pas. J'ai regardé mon père. Tu m'as traité de mesquine. Tu as dit que je ruinais la dynamique familiale. J'ai tapé sur le total en bas de la dernière page. 42 350 €. C'est ce que j'ai versé dans cette famille au cours des 5 dernières années. C'est un apport pour un appartement. C'est un mariage. C'est mon avenir liquidé pour subventionner vos modes de vie. Le visage de mon père est devenu rouge. Nous t'avons élevé. Tu nous es redevable. Je ne vous dois rien. Le volume de ma voix n'a pas monté, mais l'intensité si. Elle a coupé à travers ses fanfaronnades comme un couteau. J'ai réalisé quelque chose ce soir. Je ne suis pas une fille pour vous. Je ne l'ai jamais été. Je suis une investisseuse en capital risque. Je suis la partenaire silencieuse vers qui vous allez quand vous avez besoin d'un renflouement, mais à qui vous ne voulez céder aucune part. Je me suis levée, les dominant alors qu'ils étaient assis sur mes meubles d'occasion. Et j'ai décidé que c'est un mauvais investissement. Je retire mon financement. J'ai pointé la porte. Sortez. Manon a supplié ma mère en se levant, essayant d'attraper ma main. Parlons juste de ça. On peut arranger un échéancier. J'ai retiré ma main comme si elle m'avait brûlé. Il n'y a pas d'échéancier. Le compte est clôturé. Sortez de chez moi et laissez votre clé sur la table. Si vous essayez de l'utiliser à nouveau, je changerai les serrures. Si vous me harcelez, j'emmènerai ce tableur au tribunal de proximité. J'ai fini d'acheter votre amour. Ils m'ont regardé, vraiment regardé, et ont réalisé que la banque était fermée. Il n'y avait plus de prêt à obtenir. Lentement, silencieusement, mon père s'est levé. Il a posé sa clé sur la table basse à côté de la preuve de son avidité. Il ne s'est pas retourné. Ils sont sortis un par un, la porte claquant derrière eux avec une finalité qui a résonné dans mes os. Les feuilles devant la fenêtre de mon appartement sont passées du vert à l'or, puis au brun. Cela fait 3 mois depuis l'audit. Mon téléphone est posé sur la table basse, écran noir, silencieux. Pendant des années, ce silence m'aurait terrifié. Il aurait ressemblé à une punition, comme le calme avant une tempête de culpabilisation et d'exigence. Mais maintenant, le silence semble différent. Il ressemble à un reçu pour une dette entièrement payée. Il ressemble à la paix. J'ai ouvert mon application bancaire ce matin. Les chiffres étaient plus élevés que je ne les avais jamais vus. L'hémorragie mensuelle, les factures de téléphone, les services de streaming, les prêts d'urgence qui ne revenaient jamais avaient cessé. Les 42 000 € que j'aurais saignés au cours des 5 prochaines années restent juste ici. Je me suis tournée vers Thomas, qui faisait du café dans la cuisine. Réserve-le, ai-je dit. Nous n'allons pas en Italie. Nous n'allons pas là où ma mère voulait jouer son fantasme de famille parfaite. Nous allons à Tokyo parce que c'est là que je veux aller. Et pour la première fois de ma vie, mes ressources financent mes propres désirs, pas les illusions de quelqu'un d'autre. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable une dernière fois. J'ai regardé le tableur, le grand livre fantôme. Ce n'était plus une source de colère. C'était juste des données, les archives historiques d'une entreprise commerciale ratée. J'ai déplacé le fichier vers le dossier archives et j'ai cliqué sur fermer. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage. J'avais l'air fatigué, oui, mais j'avais aussi l'air libre. J'ai réalisé alors que le coût de ma liberté était élevé. J'ai perdu une mère, un père et une sœur. J'ai perdu l'illusion d'un filet de sécurité. Mais en regardant autour de mon salon calme et paisible, sachant que personne ne viendrait déranger mon sanctuaire, je savais que le prix à payer pour rester aurait été plus élevé. Le compte est clôturé. Le solde est à 0, et je suis enfin dans le vert.